Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode 19 du Fougou. Comme d'habitude, j'ai avec moi mon acolyte de toujours, Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour cet épisode 19, 4 tours au programme. On commencera par un jeu de cartes à symboles. On en a déjà parlé dans l'épisode précédent, mais on a des choses à rajouter. Et puis, il y a un petit add-on qui vient s'ajouter à Symbol, c'est Psymind, donc le tour de Vernet, avec, on va dire, une influence peut-être ESP encore derrière ce tour-là. Ensuite, on vous propose une intrusion dans les carrés magiques avec le carré magique de Phil Smith qui s'appelle Root Savant. On ira ensuite vers un tour de Harapan Hang qui est très connu pour ses tours de cartes et qui nous propose lui aussi quelque chose en lien avec les symboles qui s'appelle Jumping to Conclusion, avec notamment des éléments en lien avec Max Maven à l'intérieur de ce tour. Puis on finira par Wild Wave de John Bannon, un classique on pourrait dire, mais avec le twist Bannon bien entendu. Alors Olivier, je te propose que pour débuter cet épisode, tu nous parles de Symbol et Psymind, ce combo de cartes à symboles. Pourquoi j'ai voulu revenir sur Symbol? Parce que dans notre épisode avec Julien, on n'a pas trop développé et puis on n'a pas non plus approfondi le côté historique, donc je voulais vous dire 2 mots là-dessus. Et puis aussi, avec l'interview de Julien, on a évoqué son jeu Omnitool et j'ai trouvé des points communs. Pour découvrir l'identité d'une carte, on utilise à peu près la même technique. C'était drôle ce parallèle, donc je voulais revenir dessus. Symbol. De quoi s'agit-il? En fait, c'est un jeu avec 40 symboles représentés, donc il y a des formes simples. C'est vrai qu'il y a une petite influence ESP, on va retrouver les mêmes cartes, et il y a des cartes qui sont un peu plus complexes, avec des symboles contenus dans d'autres symboles. Le déroulement est assez simple, tu mélanges, tu fais couper le jeu à un spectateur, tu lui montres sa carte de coupe, il peut la regarder lui-même, il pose le jeu de côté, tu reprends le jeu, enfin en tout cas la partie qu'il a coupée, tu mélanges et tu lui montres les cartes une à une. Il faut qu'il se concentre. Tu essayes de percevoir un petit peu de comédie et tu peux révéler le symbole qui était sa carte de coupe. Mais je voulais te parler un petit peu de l'histoire Symbol. Il est né de 2 idées. Une première qui vient de Bob Wagner et qui a été publiée dans Magic Dungeon Mentalism en 1972. Tu vois, c'est pour te dire si c'est pas tout jeune. Un livre qu'il a coécrit avec Howard Adams. Et ce Symbol, il comportait 52 cartes. Cet auteur est crédité parce que figure-toi qu'en faisant des recherches, je me suis aperçu que dans Prisme de Max Maven, dans le petit livret vert, à la page 129 de l'édition française, on a la routine combo et qui utilise exactement ce jeu. Dans la version de Vernet, ils ont simplifié, ils ont gardé que 40 cartes, alors que à l'origine, l'idée, si tu veux, ça avait été de remplacer les 52 cartes traditionnelles par des symboles. Oui. Max Maven, tu sais, il était très à cheval sur les sources et il faisait toujours des recherches, et il a ajouté que cette routine était dérivée d'une routine qui s'appelait le Supremacy Mental Act de Todd O'Regan et qu'on pouvait trouver dans une revue intitulée Ed Mellon Mentalism Wise de juin 1957. Alors c'est pour te dire que c'est beaucoup plus ancien que ce qu'on imaginait, cette idée de remplacer des cartes par des symboles. Ça me fait penser aussi à une routine en tout cas un produit qu'avait sorti Sean Taylor, mentaliste australien, qui en parle d'ailleurs dans un de ses livres qui a été réédité récemment en français, où effectivement il avait un système aussi où toutes les cartes d'un jeu de cartes classique avaient été remplacées par des symboles qui avaient une forme de suite logique qui permettait effectivement de retrouver très très facilement, d'associer une carte à un symbole très très rapidement, qui à mon avis n'est que la réadaptation ou la remodernisation du même tour d'origine que celui pris par Symbol et Psymind. J'imagine. Et dans ce livre, tu sais s'il cite des sources?
Alors, c'est une bonne question. Je sais qu'il cite des sources dans le livre, mais j'ai plus en tête les sources en question. Son jeu s'appelait Symbologie. Donc on reste dans l'idée de... C'était symbologie ou symbologie? Avec un Symbologie. symbologie. Symbologie, ouais, avec D'accord. vraiment comme symbole. Il cite pas mal de gens. Il cite T.A. Waters, Phil Goldstein, Theo Hanneman, Peter Kane, Bob Wagner, Larry Ah, Baker et Bascom Jones. donc tu vois, ça donne des pistes à creuser, mais on retrouve Phil Goldstein qui, effectivement, à l'époque, ses livrets avaient été sortis sous le nom de Phil Goldstein, si je ne me trompe pas. Oui. Et on retrouve Bob Wagner que j'avais cité un peu auparavant. Et donc lui, il a effectivement plusieurs routines avec ce jeu qu'il vendait auparavant. Là, il donne en fait la façon de le monter et il explique ses routines puisqu'il commercialise plus le jeu. En fait, il le produit plus, donc il t'explique comment le refaire et quelle routine tu pouvais faire avec dans son bouquin. Il y a une autre personne qui est créditée, c'est Fantini, magicien dont le vrai nom était Jane Grant. Fantini avait mis au point une routine qui utilisait 25 cartes. Donc tout ça, ça a été mixé par Vernet et ils sont venus avec cette version qui comprend 40 cartes. Il y a 2 routines qui sont aussi créditées. Et alors là, c'est assez amusant parce qu'on a une routine de Marlowe qui a été publiée dans un numéro d'Ibidem et encore une fois Fantini qui est crédité pour un Ultimate Mental Secrets. Je pense que ça, c'est le nom du livre. Hein. Je ne pense pas que ça soit le nom de la routine, mais j'en suis pas certain. Donc voilà, il y a pas mal de personnes qui sont citées. Je trouvais ça intéressant de remonter un peu le fil et les sources. Les routines qui sont proposées par Vernet, finalement, c'est toujours la même. Soit, comme je l'avais dit dans le numéro précédent, c'est fait avec un spectateur, soit à 3 spectateurs différents. Mais la technique reste totalement identique parce que, contrairement à OmniTool, les dos ne sont pas marqués. Donc, tu n'as D'accord. aucune information. Donc, tu vois que, si tu veux, la prise d'information, elle est très basique. À moins peut-être de faire un pic, sinon, tu es obligé de montrer les cartes une à une, bien que les cartes soient mélangées, mais pour prendre l'information, si tu vois là où je veux en venir, et j'espère que les auditeurs Oui. verront là où je veux en venir. Suite à cet achat, j'ai fait l'acquisition de Psymind Deck. C'est clairement un jeu à forcer. Hein. Ce sont les mêmes symboles, mais là, on va forcer une carte. Et la méthode qui est employée, c'est de mettre un élastique autour du jeu, de confier le jeu à une personne, il va effeuiller, s'arrêter à un endroit, regarder la carte sur laquelle il s'est arrêté, et toi, bien sûr, là, tu peux deviner la carte à laquelle il a pensé, celle qu'il a vue en tout cas. C'est intéressant la combinaison parce que avec le premier jeu, tu es obligé de faire des manipulations, avec celui-ci, tu pourrais le tendre et ne rien faire. Il va prendre l'information, prendre la carte, regarder sa carte, et toi, tu peux te concentrer simplement sur la perception du symbole. Ce mode opératoire, il fait penser à un toast-out deck, mais c'est pas du tout son fonctionnement. C'est un fonctionnement qui a été un petit peu oublié et qui, aujourd'hui, on le connaît sous le nom de Psychomatic Deck. Ah, ok. Je sais pas si tu connais ça, si tu l'as déjà vu. Ben, de nom, mais je l'ai jamais vu faire ni même expérimenté. Mais je le connaissais de nom, j'avais vu passer des publications sur le sujet, mais je l'ai jamais testé. Mais en fait, c'est beaucoup plus ancien encore, une nouvelle fois. Alors, ça remonte à 1912. C'est un magicien qui se faisait appeler le docteur Ford Rogers, et son jeu, c'était le Ever Ready Forcing Deck, et on en trouve trace dans un numéro du magazine Sphinx, paru donc en 1912. L'année suivante, il y a un livret qui est paru, qui s'appelait le Tricks with Prepared Cards de Donald Holmes, qui porte le même nom, Rogers Ever Ready Forcing Pack, et en 1934, paru dans le Lou Brent's Exclusive Card Mysteries. Mais là, cette fois, il n'y a plus de crédit, et ça s'appelait le pack siamois. D'accord. Ce qui est amusant, c'est que déjà à l'époque, les magiciens se révoltaient un peu contre les marchands de rue qui avaient débiné le jeu Svengali. Ils vendaient ce tour en disant que ça s'appelait le jeu siamois. Plus tard, on retrouve encore une trace dans le Génie Magazine en septembre 44 sous le nom de, peut-être que celui-là tu l'as aussi entendu, le Telomatic Deck. Ah oui, ça me parle aussi, Telomatic Deck.
Ok, c'est un nom qui me dit quelque chose, mais j'ai juste dû voir ça écrit quelque part, peut-être sur un forum au détour d'une conversation, parce que j'ai vraiment aucune idée de ce que ça pouvait être. Et il me semble que c'est Liane Montier qui a dû sortir un projet, parce qu'il a fait beaucoup de projets, tu sais, autour de différents jeux de cartes. Et il me semble que c'est lui qui l'a commercialisé sous le nom de Psychomatic Deck. D'accord. Toujours est-il que le principe peut te faire penser à un jeu Svengali, un jeu radio, hein, soyons clairs. C'est pas du tout ça. La mise en œuvre, donc, peut te faire penser au Toast Out Deck, mais c'est pas ça. C'est un principe hybride qui a été remis au goût du jour et qui est assez, j'allais dire, original. En tout cas, quelque chose qu'on voit pas souvent. Mhm. La mise en œuvre, elle peut être un petit peu compliquée. Autant un jeu radio, tu pourrais le faire un peu facilement en bricolant, ou si tu as un bon massicot, tu pourrais te débrouiller. Autant celui-là, c'est un peu plus complexe. Tu m'avais parlé d'une routine de Luc Germain, non? Qui utilisait un petit peu ce principe. Oui, il a une routine de Toss Out Deck qui utilise le même principe que celui-ci pour arriver à ses fins, donc c'est-à-dire à révéler les cartes librement choisies par les gens dans le public. Tu sais où on peut le trouver? Parce que j'ai fait des recherches, moi, de mon côté, mais dans les livres publiés en français, enfin, en tout cas, ceux en ma possession, j'ai pas trouvé ce jeu. La routine est expliquée en détail dans un de ces Penguin Live, un ou le d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais en tout cas, il y a un Penguin Live de Luc Germain qui se passe à Londres d'ailleurs, qui a été enregistré à Londres ou en Angleterre, qui n'est pas enregistré dans les studios de Penguin classiques, dans lequel il explique comment fabriquer ce jeu. Et ensuite, elle a été commercialisée par Card Shark. Et en général, on la trouve sur le site de Card Shark. Directement, il y a en fait, il y a un produit qui est vendu spécifiquement pour faire cette routine. De mémoire, elle est encore disponible actuellement. Enfin, oh, peut-être pas dire un classique, mais c'est un des classiques de Card Shark. Actuellement, je dirais que on doit pouvoir encore le trouver. Comme d'habitude, hein, je pense que doit être à un prix relativement élevé, comme souvent avec Card Shark et cette technologie-là. La technologie qui coûte un bras, comme on dit toujours. C'est ça, la technologie qui coûte un bras. Et ouais, elle existe. Et finalement, pas Ça coûte un avant-bras. Ouais, ça coûte une trentaine d'euros pour les Européens et 35 $ pour les non-Européens. D'accord. Alors, pour revenir justement sur le prix, parce que tu le mets en avant, le Symbol, donc la version basique, hein, la version pas truquée, donc, elle coûte 16,95 ou 17 €. Donc c'est vraiment Ouais, pas cher. c'est clair. Je trouve que c'est intéressant d'utiliser des cartes qui sont un peu différentes pour faire du mentalisme. Le Psymind, il est à 25 €. D'accord. Mon intérêt principal, tout seul comme ça, je l'aurais pas acheté. Il me semble qu'en complément, c'est intéressant parce que tu as vraiment cette liberté, tu touches à rien et tu peux enfoncer un peu le clou par rapport aux premiers effets présentés avec le Symbol. Parce que, à regarder, les deux jeux sont totalement blancs. Enfin, je veux dire, mis à part les faces, mais sinon, le reste est blanc. Donc, D'accord. évidemment, ça t'oblige à faire un change, mais en complément, c'est très bien. C'était une question que j'allais poser, effectivement. Est-ce qu'il y a une possibilité presque de les enchaîner de manière visible ou invisible, mais en se disant, bah finalement, c'est peut-être le même jeu qu'on avait avant et on repart dans une autre routine avec ce même jeu, mais différemment. Le désavantage du premier, il faut faire un nouveau setup. Donc, ce qui me semble intéressant, c'est de prendre ton jeu que tu as utilisé pour la première partie, tu le mélanges, donc tu casses tout l'ordre, tu fais mine de le ranger, et puis dire attends, on va essayer autre chose, me vient une idée, et puis là tu ressors ton jeu, tu mets un élastique autour, et comme les gens t'ont vu le mélanger avant, et que en plus là tu vas leur donner dans les mains, et ils vont les feuiller là où ils veulent, autant tu pourrais te dire la première fois, le magicien a beaucoup eu les cartes en main, autant là, il y a plus rien, quoi. Il y a même plus de contact. Donc, l'enchaîner, ça me paraît vraiment la bonne idée. D'ailleurs, ils ont fait ce qu'ils appellent le Psy Set. Ça reprend ces deux jeux. Ok. Le Psymind Deck est appelé 0.2. Je ne sais pas quelle est la différence. Peut-être que c'est tout simplement une autre carte à forcer, un autre symbole. J'en sais absolument rien. Par contre, il est 44,95 quand tu les achètes par deux. Donc, mon conseil, achetez-les à l'unité, ça coûte un peu moins cher. C'est fou, ça. C'est quand même le comble. Tu fais un set, au final, bah c'est plus cher. Bah voilà. Ah, parce que le set est vendu dans une petite boîte qui est plus jolie. C'est peut-être ça. Il faut payer la boîte. Ah ouais, faut payer la boîte. Mais bon, si la boîte sert pas pour le show, à la limite, vendez-nous pas la boîte, quoi.
Tu pourrais aussi, parce qu'il y a une carte, donc vous l'avez compris, les cartes marchent par paires et puis là, ce sont des paires que, voilà, hein, Oui, vraiment des c'est des paires, de paires, vraies quoi. paires C'est des paires, c'est des et paires. il y a une carte qui est toute seule, donc à la limite, tu pourrais même, faire une prédiction Mmh. plutôt qu'une lecture. Oui, 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 ça peut être traité, comme tu sais l'issue, soit tu sais l'issue pour avoir un temps d'avance, et donc tu fais ensuite une révélation, soit tu fais une prédiction, et ta prédiction se réalise parce que l'effet permet d'être sûr de l'issue. Si maintenant on parlait d'une autre forme de magie et qu'on se dirigeait sur d'autres formes de symboles avec un carré magique? Avec un carré magique. Mais on va rester un peu dans l'histoire, parce que le carré magique, finalement, les premières traces de carré magique, alors j'ai fait la petite recherche exprès pour l'émission, hein, c'est pas une donnée que j'ai tout le temps sur moi, mais il remonte à presque 600 ans avant Jésus-Christ. C'est des mathématiciens chinois qui avaient découvert ces carrés magiques, et ils ont été utilisés à partir des années 980 par des magiciens illusionnistes arabes qui avaient connaissance de certains carrés magiques ou ce qu'ils appelaient aussi des lettres magiques. Donc c'est un vieux procédé, le carré magique, c'est un vieux truc. Alors pour ceux qui savent pas ce qu'est un carré magique, on va quand même expliquer. Un carré magique, c'est une boîte avec à l'intérieur 16 cases. Dans ces 16 cases, il y a des nombres qui sont écrits. Et quand on fait l'addition de ces nombres pour chaque ligne, on obtient toujours le même résultat. Par exemple, un carré magique de niveau 15, toutes les additions de nombres du carré vont faire 15. Alors ça marcherait pour les lignes, mais ça va marcher aussi pour les colonnes, ça va marcher aussi pour les diagonales, ça va marcher aussi pour les angles, ça va marcher aussi pour les carrés de droite, enfin les 4 chiffres de droite, 4 chiffres de gauche, en haut, en bas, pour les 4 chiffres du centre, ça va marcher aussi pour les 4 chiffres du milieu opposé, que ce soit à droite ou à gauche ou en haut ou en bas. Donc en gros, tu as un très grand nombre de possibilités qui finissent tous par être exactement le même nombre. Donc ça, c'est un principe mathématique qui s'est expliqué. Hein. Donc en soi, rien de très magique là-dedans. J'ai envie de dire que en magie, l'usage du carré magique est jamais un usage simple parce que sinon, ça ne serait que un jeu de mémoire. Il suffirait de retenir les 16 chiffres d'un carré en 12 et puis de l'écrire et puis c'est terminé. Enfin, il y aurait rien de magique si ce n'est la mémorisation de 16 chiffres. Ce qui marche et ce qui est utilisé la plupart du temps en magie, et ça va être le cas ici, c'est que votre spectateur va penser à un chiffre, n'importe lequel. Vous allez écrire des nombres sur une feuille et ces nombres vont former un carré magique qui, lorsque vous allez résoudre chaque ligne, chaque colonne, chaque carré, chaque diagonale, et ainsi de suite, sont le nombre du spectateur. Donc, deux phases, entre guillemets. Une première phase, en tout cas pour le spectateur, un premier effet magique qui est « Waouh, il est balèze, il a trouvé mon nombre », mais en plus d'avoir trouvé mon nombre, il a réussi à faire un carré magique, et ça, c'est assez fou. Alors le problème principal du carré magique, c'est que ça peut être un peu long parfois, ça peut être un peu procédurier, et ça peut être un peu rébarbatif à regarder, donc il faut trouver une routine qui met un peu de rythme. Alors j'avais vu il y a quelques années une très belle routine sur scène de Luc Langevin. Luc Langevin avait un très beau carré magique sur scène qui marchait bien, qui était vraiment dynamique, qui était sympa. Et moi, je m'étais toujours posé la question de quelle version j'allais pouvoir monter, sachant que j'ai une mémoire de poisson rouge. Je suis vraiment nullissime, même 16 chiffres, c'est dur. J'ai toujours un peu galéré avec cette idée. Et je suis tombé sur une routine de Phil Smith. Alors Phil Smith, très connu. En ce moment, il fait parler de lui. Il a fait plusieurs projets, dont les fameuses cartes qui ont disparu ex-DMC, qui s'appelle maintenant Elysian Duet. Il a fait d'autres projets de cartes marquées. Enfin, il a fait beaucoup de choses aux alentours et il a aussi pas mal de tours à lui, dont Root Savant. Root Savant, c'est une routine de carré magique qui nous permet, avec très peu de moyens de mémorisation, de faire une routine assez bluffante. La routine exacte, elle est simple. Le spectateur, il choisit un numéro entre 1 et 100 et il va l'élever au cube. Il va le multiplier une fois par lui-même, puis une autre fois par lui-même, puis une autre fois par lui-même, ce qui lui donne un nombre qu'il te donne. Le temps que tu écrives son nombre, tu vas
être capable de savoir exactement à quel nombre il a pensé au départ. Donc tu vas être capable de passer de quelque chose élevé au cube à la racine cubique de ce même nombre, juste le temps de l'écrire. Ce qui est déjà en soi, même si ça peut paraître pas magique, mais c'est un effet potentiellement de mémoire impossible, ou en tout cas de mémoire prodigieuse, assez sympa à présenter. Tu vas pas révéler que tu as ce chiffre-là. À partir de ce chiffre-là, tu vas écrire le carré magique. Et ça, sans aucun travail de mémoire. Comment ça marche ? Ça marche grâce à un carnet type Rhodia. Ce carnet à spirale classique, il a un quadrillage qui est un peu particulier. Ce sont des espèces de grilles de sudoku miniatures, sous couvert d'une page de couverture faite pour faire la publicité du truc. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser le tour. Et ça, c'est hyper intelligent. Parce que pour quelqu'un comme moi qui a zéro mémoire, je sais retrouver une racine cubique en 1 seconde, et je sais écrire le carré magique en 15 secondes derrière. D'accord, parce que même pour la racine cubique, l'information est aussi... Tout est dessus. Tout est dessus, vraiment. Au moment où tu l'écris, en fait, tu vas avoir à côté de toi ton anti-sèche. C'est une anti-sèche, hein, on va dire les choses. Et ça va te permettre quasiment instantanément de retrouver la racine cubique. Et ensuite, tu n'as plus qu'à appliquer le principe du carré magique, qui est un principe assez connu. Hein. Il y a des gens qui l'apprennent par cœur. Moi, ça me fait chier. Donc là, j'ai l'anti-sèche. Et après... Là où c'est assez sympa, c'est que Phil Smith, dans sa vidéo, alors, il brille pas par ses explications vidéo, Phil Smith, hein, on va dire ce qu'il est. Ouais, là, je confirme. C'est vraiment pas... C'est pas son truc, quoi. C'est un créatif, mais pas pour les vidéos. Ouais, non, les vidéos, c'est pas son délire. C'est un graphiste. C'est un bon graphiste, il a des bonnes idées, et il exécute super bien. Par contre, les vidéos, c'est pas son truc, les explications vidéo, c'est pas son truc. Mais par contre, sa routine, elle est super bien construite, et vous avez une routine avec un rythme de malade. Vraiment, il y a un super rythme, c'est très drôle, il y a des vannes tout le temps, et en fait, le fait de compter ces lignes, ces colonnes, parce que il y en a quand même pas mal à compter, hein, les lignes, les colonnes, les coins, les diagonales, les carrés supérieurs, inférieurs, machin, ça en fait beaucoup. Et en fait, c'est monté de telle façon que crescendo, c'est de plus en plus stupide, en fait, ce que vous faites. Donc les gens s'attendent à pourquoi est-ce qu'il la suivante et la suivante et la suivante, et donc ça va très vite, ça se fait très bien. Et à la fin, la personne, elle est submergée, parce que en quelques... C'est une routine qui doit durer peut-être, je sais pas, 2 minutes à tout péter, hein, entre le moment où le mec il fait son calcul et le moment où vous révélez tout. Donc ça va vraiment, ça s'arrête jamais. Et à la fin, il est submergé d'informations. Il peut pas remonter comment vous êtes arrivé à ça. Parce qu'en gros, la promesse, c'est que vous soyez capable de trouver la racine cubique et d'écrire le carré magique en 17 secondes maximum. La calculatrice humaine, quoi, en fait. C'est la calculatrice humaine, ouais, exactement. Tout à l'heure, tu parlais du chiffre 15, parce qu'il me semble un carré de 4 sur 4, c'est 34, le minimum le chiffre minimal. Et d'ailleurs, je sais pas quelle est la méthode employée, c'est là où je veux en venir avec ma question, c'est que si tu prends la méthode de Gardner, hein, celle qui l'a popularisée, c'est un carré pré-rempli avec des chiffres qui ne bougent pas, et que tu as 4 chiffres qui vont bouger. Le problème, c'est que les chiffres qui ne bougent pas sont relativement petits, et les 4 que tu dois remplir, eux, peuvent apparaître très grands. Ça saute pratiquement aux yeux. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu des méthodes qui ont été développées pour faire en sorte que ces différences soient effacées. Et donc, ma question, est-ce que c'est très visible, ou est-ce que ça ne l'est pas ? Alors, c'est exactement la méthode de Gardner, hein, qui est utilisée, donc c'est visible. C'est visible à ceci près que la vitesse d'exécution de la routine peut rendre ça moins visible que sur une routine moins rythmée. Quelqu'un qui choisirait un nombre au-delà de 50, ça commence à devenir compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est la même chose, c'est tout aussi simple à faire, mais c'est juste que ça se voit. Ça se voit parce qu'on a des chiffres qui sont grands, effectivement, parmi des chiffres qui sont petits. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Alors, il y a une méthode pour contrecarrer ça, qui est assez simple, et qui permet de garder la méthode intacte. C'est simplement pour tous les nombres au-dessus de 50, eh bien, il suffit de rajouter 10 à tous les chiffres qui bougent pas. Oui, d'accord. Et de faire la soustraction. Enfin, il y a un calcul, voilà. Il y a un calcul très simple. On rajoute 10 à tous les chiffres, on enlève 30 au chiffre qui est au milieu. Donc, c'est une petite gymnastique intellectuelle qui rallonge un minimum le truc, mais qui permet du coup d'avoir des nombres très très différents. Il me semble que c'est dans le livre de Gardner aussi, hein, mathématiques, magie, mystère. C'est peut-être pas dans l'ordre, mais ce livre, il t'apprend à faire des
extraire des racines carrées, élever des racines carrées, enfin bon, tout un tas de choses, et même cubiques, hein, me semble-t-il. Je le dis à titre d'information pour ceux qui ne le sauraient pas et qui chercheraient des infos à ce sujet. Dans ton cas, c'est ce que j'ai pas compris. Quel est l'intérêt de l'élever au cube? Bah, parce qu'il te donne pas son chiffre. Ouais. Tu le présentes vraiment comme un exercice pas vraiment magique, mais plus de mathématiques. C'est à la limite entre la magie et les mathématiques et la mémoire prodigieuse et les capacités intellectuelles prodigieuses. La magie, elle est plus dans le fait que tu arrives à le faire en aussi peu de temps. Alors que s'il avait dû le faire avec une calculatrice, il aurait pris plus de temps que toi. Donc en fait, tu ajoutes un effet magique, c'est-à-dire que au départ, tu ne connais pas son chiffre. Tu ne connais pas son chiffre, ouais. Exactement. Le fait que il l'ait élevé au cube fait que, en théorie, tu le peux pas le savoir, quoi, à moins que tu aies une calculatrice. Mais de tête, les gens vont pas soupçonner que tu saches le faire. Est-ce que ça implique pas, pour le spectateur, des risques de se planter quand il fait ça? Est-ce qu'il faudrait pas prévoir une calculatrice pour l'aider? Alors bah justement, hein, le but c'est ça, c'est de dire tu prends ta calculatrice, tu tapes ton nombre, tu le multiplies par lui-même et tu le remultiplies par lui-même. Donc c'est vraiment, il le fait à la calculatrice et ensuite il te le lit. Et quand il te le lit, toi tu l'écris. Et au moment où tu l'écris, c'est terminé. Voilà. Et après tu t'enchaînes sur ton carré magique. C'est pour ça qu'il dit ouais 17 secondes parce que 17 secondes c'est à peu près le temps qu'il te faut pour écrire 16 chiffres quoi. Un chiffre par seconde, c'est à peu près ça. Alors dans les faits, les 17 secondes, il faut bien maîtriser le tour. Mais même si tu le fais en 25, ce qui pour le coup là est plus confortable, ça reste impressionnant. Une question, c'est clairement pour du close-up. Oh oui, clairement, c'est pas très scénique parce que l'outil est fait pour être, c'est du A6, hein, donc A6 c'est petit hein, comme format. Après, ça pourrait très bien être adapté à de la scène. La méthode pourrait être adaptée à de la scène, la présentation pourrait être adaptée à de la scène, mais l'outil en lui-même a plus de sens. Maintenant, j'ai compris, si tu veux, l'intérêt de l'élever au cube, mais je me souvenais d'une réflexion que Fabien Olicard m'avait faite lorsque j'avais assisté à un de ses premiers spectacles. Il présentait toujours son carré magique. On parlait justement du choix. Donc, et il expliquait au-delà de 34, enfin à partir de 34 jusqu'à 100, il avait limité. Et il me disait, tu peux pas imaginer le nombre de fois où les gens me disent 34 tout simplement. Et il avait pratiquement même pas de calcul à faire parce que, et j'ai trouvé cette anecdote assez drôle. Et pour la scène, alors j'ai vu un article, je connais pas le nom, mais c'est un carré magique, enfin un carré magique. L'objet c'est un carré avec tout prédessiné, les grilles, et quand c'est sur scène, à la limite, je dirais que c'est presque trop petit pour de la scène, c'est bien pour du salon, mais de loin, tu vois rien, et quand tu es juste à côté, en fait, dans les lignes même du carré, t'as toutes les informations. Ah ouais. Pas mal. C'est pas la même chose, hein, j'imagine, parce que c'est beaucoup plus petit, donc c'est pas possible. Mais quand j'ai vu ça, en fait, t'as tout sous les yeux, quoi. C'était assez drôle. Le point négatif qu'on pourrait mettre à ça, c'est que c'est du consommable. Et donc, à chaque fois que tu vas faire le tour, tu vas arracher une page. Il y a un peu plus de 100 pages dans le carnet, donc ça laisse quand même un peu le temps de faire le tour et de l'avoir poncé. Je pense que pour quelqu'un qui est en condition personnelle, c'est largement suffisant. Le jour où tu auras fait 100 carrés magiques, je pense que tu pourras changer. Tu pourras faire autre chose. Tu vois, tes potes en auront marre de toujours te voir faire le carré magique. Ça dépend si t'as une grande famille. Et beaucoup d'amis. Et puis si vraiment t'es un performeur, dans les faits, t'as juste besoin de remettre des pages parce que finalement la spirale qui est dessus, ainsi que la partie qui sert d'anti-sèche, elle est conservable. Tu la conserves à chaque fois. Donc en fait, elle est pas sur les pages en elle-même. Donc t'as juste à remplacer le papier des pages par du papier neuf. Et ça se trouve dans n'importe quelle papeterie. La seule chose que t'auras pas, c'est ce quadrillage un peu différent. Mais bon, un quadrillage grand carreau, ça marche très bien. Hein. C'est pas du tout un problème. Et le prix de cet article? Alors, c'est un produit qu'on trouve quasiment que sur la boutique de Phil Smith. En ce moment, elle est à 25 livres, donc ça fait un peu moins de 30 €. Vincent, es-tu allé à Blackpool? Parce que tu sais que maintenant, ça devient l'incontournable, Blackpool. Alors, Blackpool, c'est vraiment le truc que j'ai toujours vu de loin. J'ai même jamais mis les pieds à Blackpool. Je t'avoue que ça me tenterait beaucoup, au moins pour le délire de voir ce que c'est de vivre ça une fois. Je pense que comme
tout bon magicien, je craquerais sur des trucs. Enfin voilà, je me ferais happer par la foulitude de trucs à vendre sur place. Gros Mais piège. ouais, gros piège. Mais j'irais bien. Et même sans dire de faire les conférences ou quoi que ce soit, mais ce qui m'intéresserait, c'est de voir dans un monde comme celui de Blackpool, un tas de magiciens comme ça rassemblés, qui ont l'air de ce que l'on voit de l'extérieur. Après, j'y suis pas allé, donc je sais pas, peut-être ça se trouve, en fait, c'est moisi une fois que t'es sur place, mais qui ont l'air quand même de s'éclater et de faire de la magie H24 pendant toute la durée du congrès. Donc ça, je pense que ça doit être un kiff assez absolu de se dire que n'importe où tu tournes les yeux et t'as un gars qui est en train de faire un truc et ça doit créer forcément des situations d'échange intéressantes parce que bah voilà, on est tous passionnés par le même sujet, on est tous regardés un peu comme des geeks dans le monde normal et pour une fois le monde normal c'est celui-là, tu vois. Donc tu passes inaperçu, quoi. Exactement. Figure-toi que moi aussi, de plus en plus, je me dis: «Ah mais il faudrait peut-être que j'y aille un jour parce que tout le monde en parle et puis l'atmosphère a l'air d'être super sympa». Cette année, apparemment, il y a quand même pas mal de gens, qui se sont plaints et pour une raison assez simple et assez, légitime. C'est que les gens ont payé pour, 3 jours, me semble-t-il, j'ai pas les détails, des sommes qui sont assez importantes parce que la vie, en Angleterre, c'est pas donné, les repas sont pas donnés, les hôtels non plus. Il y avait 5 conférences qui étaient prévues et il y a beaucoup de gens qui ont fait la queue pour assister aux conférences qu'ils avaient programmées parce qu'il y en a quand même qui viennent peut-être beaucoup pour ça, peut-être pas pour voir que les dealers. Et puis ils ont fait beaucoup de queue et puis arrivé près de la porte, on leur a dit: «Bah non, c'est complet». Et donc, il y a quand même pas mal de gens qui se plaignent sur internet en disant: «Bah, voilà, je suis déçu, j'ai payé, je voulais aller voir les conférences et finalement, eh bien, on peut pas y assister, il y a pas de séance de rattrapage». Donc, pour les galas, ça a l'air d'être suffisamment grand, mais bizarrement, pour les conférences, ça ne l'est pas et je peux comprendre que ça crée de la frustration. Et c'est drôle parce que je m'étais posé la question avant d'entendre ces anecdotes et je m'étais dit: «Mais est-ce que cet événement qui attire de plus en plus de monde, est-ce qu'on va pas arriver à saturation?» Et je crois que là, en 2024, on est arrivé à saturation et ça devient problématique en termes d'organisation. Ben, en fait, c'est ça, hein, c'est ce que j'allais dire. Le vrai sujet, c'est l'équipe organisatrice. C'est comment est-ce qu'elle dimensionne son événement par rapport à son nombre de résas. Et oui, effectivement, si tu mets 5 conférences avec 200 places et que tu as 5000 personnes, prends des chiffres complètement au hasard, hein, Ouais, non, bien entendu, aucune ouais. idée de ce que ça représente en termes de nombre de personnes, mais bah, forcément, tu crées de l'attente et surtout tu crées de la frustration pour tous les gens qui n'ont pas accès. Donc là, j'ai envie de dire, c'est pas tant un problème de l'événement, parce que parfois il y a des événements qui peuvent, même en étant bien dimensionnés, changer de tournure Mmh. pour des raisons qui sont des raisons de public. Mais là, je pense que c'est pas un problème de public, c'est un problème de staff en fait, c'est un problème d'organisation. C'est qu'ils ont sous-dimensionné pour accueillir le monde à qui ils ont vendu des places. Du coup, bah, écoute, moi je me dis que peut-être, j'attendrai d'avoir des retours positifs et que ça soit un peu mieux organisé. Parce que c'est vrai que je vais pas aller me balader. Alors il y a le gala, il y a des spectacles, il y a ceci, cela, donc ça, pas de problème. Mais je vais pas aller me balader à Blackpool pour voir, des vendeurs. Et d'ailleurs à ce sujet, j'ai vu, un spécialiste de la vente et qui disait un conseil: «Ne faites jamais les courses quand vous avez faim. C'est le pire moment pour faire les courses, que vous êtes tenté par tout et n'importe quoi et vous allez acheter tout et n'importe quoi. Donc ayez le ventre rempli, faites vos courses et vous ferez des achats raisonnés». Je me suis dit: «Mais on pourrait pas appliquer ça à la magie? Allez dans un magasin de magie quand vous n'avez pas faim de magie. Comme ça, vous achèterez mieux». C'est intéressant comme idée. Hein. Mais du coup, quand est-ce que tu as plus faim de magie? C'est ça le truc. Et je pense que dans les faits, alors ça revient à une question qu'on se pose assez souvent hein, sur les achats responsables, sur tout ça. Il y a un besoin d'étancher un certain niveau de connaissance pour arrêter d'avoir besoin d'acheter des trucs en magie. On est tous à peu près d'accord pour dire que la magie, ça tourne sur quelques grands principes. Il n'y en a pas non plus des millions, tu vois, des principes en magie. Une fois que tu connais les grands principes de ta spécialité, je prends les mentalistes, bon voilà, une fois que tu connais les grands principes utilisés en mentalisme, si tu es dans les pièces, c'est pareil, tu connais les grands gimmicks de pièces, les grandes manipulations, si tu es sur des cartes, c'est pareil. Bon, une fois que tu as fait ça, après, je trouve que tu as toujours un regard un peu différent sur comment tu vas acheter, parce que tu te dis, ok, ça, je vois ce que c'est, je vois le type
manipulation ou le type de gimmick ou le type de construction de routine que c'est. Donc, je peux passer à autre chose. Je peux passer à autre chose parce que soit je l'ai déjà, soit je sais que j'en ai pas besoin, soit je sais comment le faire. Et donc, les seuls moments où tu te retrouves à vraiment être tenté entre guillemets en magie quand tu commences à avoir un peu de background, c'est soit quand des gens inventent quelque chose vraiment de nouveau, mais c'est quand même assez rare. En tout cas, ça C'est arrive vrai. pas tous les 4 matins. Soit c'est quand des gens te mentent. Mais non, mais c'est vrai. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ils te font un trailer vendeur pour te vendre une ressucée d'un truc que tu as déjà vu 1000 fois en fait. Dans ces cas-là, Ou tu te d'un truc prends- vraiment bien embelli, hein. Ouais, voilà, ouais, avec du CGA carrément pour te refaire le truc derrière. Donc, mais je trouve que après, sinon, quand tu achètes, tu sais pourquoi tu achètes. T'as fait tomber ton FP ou quoi? Sacré gros FP, hein. Sacré gros FP. Ah, Donc oui, après, c'est parce que t'as, ou alors tu sais que t'en as besoin parce que tu te dis, ok, j'ai besoin de ce gimmick, j'ai besoin de cette méthodo, j'ai besoin de ou je veux cette routine parce que tu aimes l'univers et tu veux la refaire et tu veux pas te faire chier à plagier le gars, puis ça sert à rien. Enfin, voilà. Après, tu peux avoir 1000 raisons d'acheter un tour quand tu sais comment ça fonctionne, mais je trouve que une fois que tu as suffisamment de connaissances en magie. Quand je dis connaissances, c'est de vraies connaissances théoriques. T'as moins d'effet d'achat d'impulsion. J'ai l'impression. sans parler de fin, quand je vais en boutique, la plupart du temps, j'ai bien exploré les nouveautés, j'ai bien regardé, j'ai bien étudié et je me dis bon, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, est-ce que je sais comment ça fonctionne, le matériel comme tu disais, voilà, parce que ça c'est impossible à recréer, mais je viens quand même avec une idée précise de ce que je veux. Ça m'évite de repartir avec des choses dont j'ai pas besoin. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des effets de mode et là, pour rebondir sur autre chose, mais et peut-être pour clore ce débat qu'on voulait peut-être pas forcément avoir, mais je voulais te parler des effets de mode. Par exemple, les cartes dessinées par des enfants. On a eu Predicum, je sais pas comment on le prononce. Tu m'as parlé d'un tour de Bonto avec des cartes dessinées par des enfants qui s'appelle Spidey King Con. voilà. Et puis, alors c'est très amusant, il y a Kids Kart, c'est un tour qui fête cette année ses 25 ans. Le tour a été un petit peu remanié, il y a des légères modifications, mais ce qui a bien été remanié, par contre, c'est le prix, parce que on trouvait jusqu'à présent, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que le jeu était encore disponible, il l'est plus parce qu'ils ont clairement arrêté, ils avaient une idée derrière la tête, on le trouvait dans les 19-20 euros, et maintenant, pour le 25e anniversaire, eh ben, il est à 35 euros. 35 euros d'anniversaire. Là, les mecs, ils se sont fait plaisir, ils se sont dit, on va se faire le cadeau, le gâteau et les bougies l'ensemble, là. Allez, 50% d'augmentation, c'est parti. Alors, on n'a pas fait de rubrique le tour dont on ne vous parlera pas. De là à dire que celui-ci mériterait d'y être, non. Mais en ce moment, les ressorties, Ouais, ça ouais. s'accompagne d'une belle augmentation. On est d'accord que les routines qui ressortent, c'est une très grande mode, avec ou pas, mais souvent avec de belles augmentations. Entre-temps, il y a peut-être eu l'augmentation du coût de la vie, hein, certainement. Mais oui, il y a quand même des routines qui crèvent le plafond pour des trucs qui sont relativement basiques parfois. Et sur des principes qui sont relativement anciens. Eh ben justement, j'ai trouvé pour toi, parce que peut-être vous êtes passé à côté, mais j'ai trouvé pour toi un tour avec un principe ancien et qui n'est pas cher. Bah voilà une bonne nouvelle pour le portefeuille. Au moins pour le portefeuille. Cette routine, c'est Jumping to Conclusions de Harapan Hong. Harapan Hong, vous le connaissez? Ah bah on le connaît, et c'est lui qui avait fait alors son premier livre qui avait fait Principia. Principia, voilà exactement. Et il avait fait avant un petit livret sur les 4 cartes indispensables dans un jeu, où il disait si vous voulez faire des tours variés, mettez ces 4 cartes dans votre jeu. Et avec ces 4 cartes, vous allez pouvoir, et d'ailleurs elles étaient fournies avec le livret, ça s'appelait 4 Treasures, donc les 4 trésors. Et en fait c'était tout un livre de routine basé sur un jeu normal et les 4 cartes qu'il fournissait. Ce tour, pourquoi je l'ai choisi? Alors je vais faire un petit rappel. Je ne sais pas si tu te souviens de cette routine qui s'appelait Fortuna.
de Oui. David Jonathan, il me Mmh. semble, qui avait, Le fameux David Jonathan, qui fait de la gym. «Qu'est-ce que tu fais pour les vacances?» Il avait donc sorti cette routine et qui avait au moins le mérite de dévoiler toutes les sorties. Parce que c'est un multiple out, une routine à sorties multiples. Si je dis pas de bêtises, il y en a 5 et il y en a une qui m'avait particulièrement intéressé, c'était sur le couteau, rituel, inca qui s'appelle un tému et en fait, tous les autres objets formaient le mot tému. Le U, c'était le fer à cheval, le M, c'était les pattes de l'éléphant et le reste, je ne me souviens plus, mais enfin voilà, c'était le principe. Fondamentalement, ce qui m'intéressait, c'était cette sortie tému. Plus tard, j'ai découvert la routine première de Mavresis et de David Jonathan aussi. Ah oui, ouais. Bah, alors c'est une routine qui est assez complexe, qui est avec un setup compliqué, avec des mouvements qui sont loin d'être clairs. Mais ce qui était intéressant, c'est que les jetons que tu posais librement sur les films qui étaient cachés dans les enveloppes, ces jetons comportaient des chiffres. Par exemple, sur le 8 correspondait le film 8 Miles. Et ainsi de suite. Toy Story 3 avait le chiffre 3. Et finalement, en tournant chaque jeton, le 8, bon, lui restait le 8, mais le 3 devenait un M, le 1 était le I, le 2 c'était le L, me semble-t-il, le 3 c'était le E à la fin. Chaque chiffre donnait une lettre, en fait, à la fin. Exactement. Et donc, en repositionnant tout, ça faisait 8 Miles, justement le film qui avait été choisi librement par le spectateur. Et ce principe, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc le vendeur me dit: «Attends, je te montre quelque chose». Il me sort les cartes de Harapan-Hong et je me dis: «Mais attends, ça va être encore un truc pas possible», parce que j'ai cru comprendre que c'était assez technique. Et il me fait choisir une carte, donc j'ai un symbole chinois. Il me dit: «Bon, lis la traduction en dessous, c'est ce que ça représente». OK, il y avait Fire. Est-ce que ça évoque quelque chose? Oui, effectivement, ça évoque beaucoup de choses pour moi. Et puis, il perd la carte et il me sort une carte, il me dit: «Ah, je pense que c'est peut-être celle-ci, peut-être celle-là, non?» Il les retourne et puis je vois qu'il y a rien qui correspond. Il me dit: «Pourtant, je suis sûr que c'est là». Il se met à bouger les cartes et comme je l'ai écrit, parce que j'en ai fait la critique, j'ai vraiment eu, et c'est rare, un bruit qui est sorti spontanément, un «Ah», tu sais? Estomaqué. Estomaqué, tout à fait. Je voyais le mot Fire s'inscrire et je me suis dit: «Bon, alors ça, ce tour, il est pour moi, il me le faut». Et le gars, bon, qui avait pas eu le temps, et je le comprends parce qu'ils reçoivent tellement de nouveautés, il avait pas trop eu le temps de voir le reste. Il m'a dit: «Puis il y a un 2e jeu avec, des symboles un peu plus ESP». J'en sais pas plus que ça, si tu veux. Mmh. Je pars avec mon matériel, je rentre chez moi, je lance la vidéo et là, je suis super content parce que je découvre que ce principe, eh ben, il faut remonter à Max Maven qui avait, écrit cette routine sous le nom de Drawing Conclusions. Et cette routine, elle apparaît dans The Collected Almanac, qui a été écrit par Richard Kaufman. Donc c'est un recueil de publications. L'almanach, c'était, je sais pas si c'était un mensuel ou quoi. Et a priori, cette routine avait été décrite dans le numéro 20 consacré à Max Maven et qui date d'avril 1984. Donc c'est pour te dire que c'est pas une routine qui est aussi récente. Et deuxième bonne surprise, alors que je croyais que tu avais une seule carte à forcer, en fait, dans les 20 cartes qui sont à ta disposition, tu en as 10 qui sont les mots et 10 autres qui vont te permettre de faire les révélations. Donc tu as quand même 10 sorties Tu as 10 différentes. sorties. Ah, Exactement. OK. Donc ça, c'est pour le paquet de flashcards en idéogramme. Le paquet avec les cartes de type ESP, en fait, c'est la version originale de Maven. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa d'avoir les deux. Le tout pour 27,50 €. Pas cher du tout, hein. Ça fait 2 trucs très différents parce que, tu m'as montré les cartes et j'ai regardé la routine. D'un côté, tu as des cartes qui sont vraiment très écrites. C'est des cartes avec des idéogrammes chinois, la traduction en anglais dessous. Donc Ouais, c'est ça fait vraiment le vraiment, flashcard, quoi. flashcard, trucs, très basiques, mais très concrets. Et puis de l'autre côté, tu as des cartes qui sont vraiment très illustrées. Illustrées au sens, c'est des symboles, pour le coup, c'est vraiment très différent. Et donc, t'as vraiment quasiment 2 tours, en fait. Alors 2 tours, oui, parce que c'est le même principe, mais en tout cas 2 approches, 2 styles différents, selon ta personnalité. Alors je crois que malgré tout, je vais rester sur, les symboles chinois. Tu plus accroché par les idéogrammes que par l'autre partie. Je trouve que les révélations sont beaucoup plus parlantes, les associations sont beaucoup plus simples. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tes 20 cartes, il faut que tu les associes par paire. Mmh. C'est-à-dire qu'elles ont un lien.
D'accord. Lorsque tu fais ta routine, tu peux mélanger les cartes. Alors, on va parler de mélange Charlie, hein. Bien Donc en sûr. fait, tu les coupes, tu peux faire couper. Il y a un petit pic à prendre pour savoir où tu en es dans la coupe et après tu commences à distribuer les cartes. Il y a un petit travail mental, c'est pas très compliqué, mais il faut gérer un petit peu tout ça et là où le spectateur t'arrête, tu reprends un pic et tu sais le mot, quoi, en fait. Ouais, bien Parce que sûr. tu as l'association de la paire. J'en ai peut-être beaucoup dit, mais je pense que même si vous savez à peu près comment ça fonctionne, de toute façon, c'est quelque chose que vous pouvez pas refaire Ouais, c'est compliqué, il faut avoir les bonnes cartes, enfin, il et faut ça coûterait relativement cher à refaire mmh. donc et puis pour le prix, je vous le conseille même pas, hein. Vu le prix, ouais, carrément, tu dis 27 €, tu as les 2 jeux, tu as les explications, enfin, c'est vraiment bon marché. C'est le contre-exemple de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, oui, Harapan-Hong, reprend un vieux principe, il le modernise et il le vend pas cher. Comme c'était un effet que je recherchais, de faire une révélation qui a priori, il y a rien. Tu t'aperçois que le magicien s'est trompé et il va déplacer les cartes et ça va former c'est très visuel et ça va former le mot auquel tu penses. Bah, voilà, c'est exactement ce que je recherchais. Peut-être que, pour le coup, on ne paye pas le marketing et la communication. Ah oui, ça c'est sûr parce qu'il y a pas eu de marketing là-dessus, hein. Et c'est ce que j'allais dire, en fait, le tour passe un peu inaperçu et c'est peut-être le risque de ce genre de tour, c'est que comme il n'y a pas de marketing et de communication, il y a plein de gens qui sont passés à côté, et moi le premier jusqu'à ce que tu m'en parles, alors qu'après coup, une fois que tu m'en as parlé, j'ai été le voir, et effectivement il est sur les boutiques, mais les boutiques n'en ont quasiment pas parlé, et je me dis, allez l'acheter. Allez l'acheter pour donner raison à Harapan Hong de faire des tours bien, pas chers, sans marketing. Qu'on ait plus de sorties de ce type-là. Donc, si jamais vous avez un minimum d'intérêt pour du mentalisme, avec des cartes à symboles, ou en tout cas avec ce type de cartes, allez acheter ce produit et donnez raison à ce choix qu'il a fait. Je sais pas si c'est un choix d'ailleurs, hein, peut-être qu'il n'a pas eu le choix, mais en tout cas à ce qui se passe, parce que c'est ce qu'on voudrait plus souvent, plutôt que des vieilles ressucées bien dégueulasses de tours ultra chères. Et puis, si vous avez un copain et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, si lui, il aime les symboles ESP et vous, les idéogrammes, et bah, enfin 27,50, vous le partagez en 2, et chacun repart avec son paquet. Non, mais j'ai trouvé que c'est une vraie bonne idée et ça m'a fait, plaisir de retrouver, Max Maven dans cette idée. Je sais pas si c'est de lui à l'origine, parce que j'ai pas Oui, eu accès, aux écrits, mais bon, j'imagine que Harapanong, aurait donné plus d'informations et puis après, ça m'étonne pas trop non plus de l'esprit créatif de Maven, donc ça m'a fait plaisir de le retrouver et de voir qu'on pouvait, ressortir comme ça des choses qui ont peut-être été oubliées parce que pas forcément publiées en français. J'ai trouvé aucune trace et pourtant j'en ai quelques-uns des livres de Maven, mais comme il a écrit dans tellement de publications que s'il fallait regrouper tout son travail, ça serait certainement très difficile. Donc voilà le produit, que j'aime beaucoup et que je voulais vous conseiller aujourd'hui. eh ben ça fait partie, à mon avis, des très bons conseils de ce podcast. Et je te propose qu'on passe à un autre bon conseil. Parce que je trouve cette sortie intéressante, ne serait-ce que parce que si la technique n'est pas folle, le matériel est bon. Et bien sûr, on va parler de Wild Wave de John Bannon. C'est un effet de brainwave, peut-être, mais en petit paquet. C'est un peu comme ça qu'il le vend, John Bannon. Donc en gros, c'est 10 cartes qui sont toutes à dos différents, puisque dans l'univers du tour, l'idée c'est d'avoir des cartes qui proviennent de casinos différents. Et c'est un peu censé être des souvenirs des casinos dans lesquels il a pu aller. Donc il le présente comme ça. Ça rappelle un tour qui était sorti chez Alakazam il y a quelques années presque maintenant, qui est toujours d'ailleurs en vente, hein, qui est un best-seller. Comment il s'appelle? Mince. What Happened in Vegas? What Happened in Vegas, voilà, exactement. Donc on est vraiment dans quelque chose d'approximativement équivalent, mais en petit paquet. Le spectateur va vous donner un chiffre, ça peut être 1, comme ça peut être 10, ça peut être n'importe quel chiffre au milieu. Vous lui donnez la carte qui correspond au chiffre qu'il a donné, il regarde cette carte et il découvre qu'il a une carte noire. Et là, vous lui dites bravo, parce que en choisissant cette carte, tu as choisi la seule carte noire du paquet. Et là, vous allez pouvoir lui montrer que, effectivement, les 9 autres cartes sont rouges. Et vous allez surtout lui montrer que ces cartes, c'est des cartes relativement basiques, même pas Des des cartes à cartes. points, hein. C'est que des cartes à points, il n'y a même pas de figure, il n'y a rien. Vous allez lui proposer une espèce de partie de poker, il n'y a que 10 cartes, donc chacun aura 5 cartes, et vous allez lui proposer de mélanger le jeu
mais c'est pas facile de mélanger 10 cartes, donc vous allez lui expliquer comment faire pour mélanger ces 10 cartes. Et ensuite, vous allez distribuer 2 mains de poker de manière assez classique, une carte à toi, une carte à moi, jusqu'au bout. Vous allez pouvoir révéler que vous avez eu une quinte flush rouge, une petite quinte flush, c'est pas une quinte flush royale. Donc lui, forcément, comme il a eu une carte noire, il sait qu'il aura pas une quinte flush, parce que du coup, il a que des cartes rouges avec une carte noire. Donc il se dit qu'il a perdu. Et ensuite, vous allez pouvoir lui révéler qu'en fait, lui, dans sa main, il a une quinte flush royale. Petite précision pour les joueurs de poker, il a une suite, il a pas une quinte flush. Parce qu'une quinte flush, c'est couleur et suite. Et là, tu as des carreaux et des cœurs. Ah oui, c'est vrai, pour les joueurs de poker avertis, on appelle ça une suite, et pas une quinte flush. Tu as raison. Désolé. Non, c'est vrai. Il faut préciser les choses. Donc, tu as une suite, et donc... Ce qui est déjà une probabilité assez faible d'avoir une suite. C'est ça, la suite, c'est assez faible. Et lui se dit que, de toute façon, il ne peut pas l'avoir puisqu'il est censé avoir une carte différente, une carte noire, et que donc, il aura une carte noire et 4 cartes rouges. Donc, au mieux, il pourrait avoir un carré, mais 2 paires, mais du coup, il pense avoir perdu. Et finalement, tu révèles qu'il a gagné parce que tu révèles qu'il a une quinte flush royale à pique. Donc, il y a 2 effets. Enfin, il y a même plus que 2 effets, en fait. Il y a un effet de... tu choisis la seule carte noire parmi toutes les cartes rouges. Il y a un effet de je vais gagner au poker et finalement c'est toi qui gagne. Et il y a un effet de mais d'où sortent ces foutues cartes noires que j'ai pas vues tout à l'heure. Un effet magique, quoi. Là, on est carrément dans la magie, ouais. Une transformation, quelque part. Et en plus en carte noire de valeur élevée, de valeur forte. Donc, je trouve que pour 10 cartes, c'est assez bluffant de voir l'effet que ça donne. Ça demande quasiment aucune manipulation. Si vous savez étaler des cartes, compter jusqu'à 10 et distribuer des cartes alternativement à vous, à lui. Il y a un mélange qui est même pas technique, il y a aucune technique en fait finalement. Il y a vraiment zéro technique dedans, donc c'est du grand Bannon, c'est du Bannon Move 0 et autres éléments de ce type-là. Hein. On est vraiment là-dessus, c'est la construction de la routine, c'est le boniment. Donc j'ai trouvé cette routine bien. Alors certes, elle est pas donnée hein, de mémoire. Alors ça dépend des boutiques sur lesquelles on va l'acheter, hein, mais mais sur les boutiques françaises, elle va coûter autour de 30, une trentaine d'euros. Il me semble qu'aux Pays-Bas, je l'ai payé 27,50, il me semble. Ouais, donc un tout petit peu moins cher. Ça semblerait être un prix plus abordable. Certaines boutiques vont même jusqu'à le vendre 35 euros. Hein, donc ça peut être assez cher. Ouais, je vois, c'est pareil, 29,95, trentaine d'euros. C'est peut-être. Ouais. Dernièrement, là, depuis le début de l'année, on constate une augmentation sur les prix. Hein. Ah ouais, il y a vraiment des prix qui sont élevés sur certains tours. Après, il faut avouer que techniquement, il y a rien. Si vous regardez la routine une fois, vous pouvez la remonter sans aucun problème. Ouais, si vous avez un minimum de background cartomagique, mais par contre, le matériel est très difficile à reproduire. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Parce que Wild Wave, lorsque je l'ai vu, bon, j'ai tout de suite compris. Hein. Comme tu le dis, il suffit de regarder la vidéo et tu as tout de suite compris. J'avais le choix parce qu'il y a Royal Scam qui est sorti pratiquement en même temps. Oui. Royal Scam, en revanche, tu peux pas la remonter. Oui. C'est plus compliqué. Enfin, c'est possible, mais c'est plus compliqué. Ouais, il y a beaucoup plus de manipulation. Ouais. Royal Scam, premièrement, il est dans son bouquin Impact. C'est ça. Donc, aucune raison d'a priori de racheter. Et les cartes qui changent de dos, c'est une surprise, mais finalement, tu pourrais faire ça avec n'importe quelle carte. Alors, Bannon est assez malin pour avoir fait ça avec des as de pique, sachant que les as de pique, à moins que tu prennes que des bicycles avec des dos différents, tous les as de pique sont des as qui sont uniques pratiquement. Hein. Bien sûr. Ouais. Donc j'ai fait l'impasse sur Royal Scam en disant j'ai les explications dans un bouquin et je me suis monté ça avec des Jerry Nuggets de différentes couleurs. Autant celui-ci dont je connaissais le fonctionnement et que j'aurais pu faire avec n'importe quoi, eh bien parce que c'était des cartes de casino, parce qu'elles étaient belles, et ben je l'ai acheté. Et parce que honnêtement, l'effet est pas le même avec des cartes qui sont pas des cartes de casino. Oui, bien entendu, ouais, tout à fait. En fait, pour il y a l'histoire. Ouais, il y a l'histoire. Et moi, je m'étais fait le set en bicycle coloré, et ça marche pas pareil. Ça marche pas pareil parce que pourquoi t'as 10 cartes avec des lots différents. Enfin,
à vendre, ça se vend mal. Là, le côté, bah voilà, j'ai pris des souvenirs dans 10 casinos dans lesquels j'ai été, comme tous les magiciens, Vegas, c'est l'endroit où il faut aller voir des shows de magie, c'est l'endroit où il faut aller. Enfin, il y a 1000 trucs à raconter. Moi, j'avais, en fait, je fais déjà aussi souvent What Happened in Vegas, donc c'est un truc que j'ai déjà présenté à des gens, donc c'est un truc qui est assez classique. Ils ont déjà vu des cartes de casino différentes, et en fait, je me suis dit, mais ouais, c'est vraiment, j'avais besoin de ça. Alors, certains se diront, bah, il suffit d'aller acheter des cartes de casino différentes. J'avoue que Non, j'ai pas de fournisseur. La plupart des cartes de casino que j'ai trouvées en ligne d'occasion, c'est des cartes de casino réformées, des vraies, et donc elles sont coupé. déjà coupées, elles sont déjà trouées, elles sont déjà, enfin, donc c'est pas non plus hyper évident. Ça pourrait donner un style, hein, mais voilà, je me suis dit, je vais mettre ce prix-là parce que le matériel vaut le coup. On s'était pas concerté, hein, parce que je crois que je l'avais acheté peut-être avant toi, tu l'as acheté Oui, après moi. ouais. On s'est pas concerté, on n'en a pas parlé et j'ai eu exactement le même raisonnement que toi. J'ai des cartes de casino ici, mais oui, elles sont coupées. Souvent, c'est des dos rouges. Il y a pas cet aspect coloré. C'est très difficile à refaire. Donc, même si techniquement je savais, je pensais que le matériel le justifiait. Ouais. L'effort à fournir pour te procurer tout le matériel aurait été bien trop compliqué. Ouais, c'est vraiment un sujet, mais je pense qu'on pourra en reparler dans un prochain épisode. Le côté des fois où tu achètes des routines parce que tu n'achètes finalement pas la routine en elle-même que tu pourrais refaire et que tu sais refaire, mais tu achètes le fait que refaire le matériel, ça va être une tannée. Et du coup, ça va être trop long, et voire ça va être parfois plus cher d'acheter le matériel à l'unité à côté que d'acheter le tour déjà conçu par la personne. Alors, c'est pas toujours le cas, hein. Il y a des fois où effectivement tu pourrais aller jeter le matériel dans une mercerie à côté de chez toi et, et ça ferait le job. Mais il y a quand même des fois où tu te dis, bah là, ça vaut pas la peine, quoi. Ça vaut pas la peine que je m'embête à aller chasser ça, plus ça, plus ça, plus ça pour monter telle routine, quoi. Eh bien, écoute, Vincent, je crois qu'on est arrivé au bout de cet épisode. On a vu des choses intéressantes, des vieux principes, des carrés magiques, c'est aussi quelque chose qui est largement répandu dans la culture magique. Puis là, un tour de Bannon qu'on apprécie tous. Donc, je pense qu'on a un bon numéro avec des jolis tours à vous proposer. Alors, je pense qu'il y a de sacrés conseils, en tout cas, que vous soyez mentaliste, que vous soyez cartomane, à partir du moment où vous aimez la magie sympa, intéressante, des choses à présenter, vous avez de quoi piocher dans cet épisode pour vous faire des achats intéressants et raisonnés en plus. Oui, parce qu'on n'est pas sur... Je crois qu'on n'a pas dépassé les 30 euros, là. Hein. Ah, je Dans crois aucun des cas. que non, sur aucun des produits, hein. On doit être toujours autour des 30 euros, peut-être 31 ou 32 pour les plus chers, quoi. Mais oui, on est sur des prix raisonnables. Eh ben voilà, on a essayé de vous conseiller des choses qui vous ruineront pas votre budget. Eh ben, on vous remercie tous pour votre écoute. On vous remercie tous aussi pour les petits mots que vous nous laissez, que vous laissez à Olivier, que vous me laissez à moi, que vous laissez parfois sur les forums de manière anonyme ou pas, mais qu'on découvre parfois au détour de nos, on va dire, navigations sur les forums. Ça nous fait toujours très plaisir de savoir que vous avez apprécié les épisodes. Si vous voulez nous faire vos retours, si vous voulez nous dire que vous nous aimez, faites-le. Si vous voulez nous dire que vous nous aimez pas, faites-le aussi, ça nous aidera, on s'améliorera. Si vous avez des choses à nous proposer, si vous avez des idées de choses à rajouter dans ce podcast, ou s'il y a des tours sur lesquels vous aimeriez qu'on parle plus particulièrement, ou des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, eh bien, vous savez où nous trouver, on est présent sur les réseaux. Vous nous laissez un petit message, un petit commentaire en dessous de l'épisode, et on se fera un plaisir de pouvoir vous lire et vous intégrer dans les futurs épisodes qui viendront. Olivier, encore merci pour cet épisode. Je te dis à très Merci vite à toi, pour oui. l'épisode numéro 20. Ce sera le prochain. Ah ouais. Ah, il faut qu'on trouve quelque chose de spécial hein, pour le numéro 20. Et puis on vient juste de sortir on va dire de la série Julien Loza. Alors il va falloir trouver un truc encore plus fou pour l'épisode numéro 20. Ça va être compliqué. Bonne soirée à tous. Enfin, je dis bonne soirée parce que nous on enregistre le soir, mais peut-être bonne journée, bonne soirée. Je suis pressé de te retrouver Vincent et de retrouver tous nos auditeurs. À bientôt. À bientôt.